Bonjour, bonjour, c'est Robin du podcast de l'Externe et on se retrouve aujourd'hui en ce beau vendredi pour parler d'un item important de neurologie, c'est la maladie de Parkinson. Donc il s'agit de l'item 106. Allez, on va commencer directement par les symptômes qui peuvent inaugurer la maladie de Parkinson, avec des signes moteurs, non moteurs, etc. Voilà, tout ce qui peut permettre d'orienter un peu vers ce diagnostic. Alors, premièrement, il y a ce qui s'appelle la triade parkinsonienne unilatérale ou asymétrique. Il faut savoir que l'asymétrie, donc asymétrie, c'est l'absence de symétrie, persiste tout au long de la maladie. Alors, il y a un tremblement de repos qui disparaissent lors du mouvement. Ils sont lents, donc de 4 à 6 Hz. Ils touchent les membres, les lèvres ou le menton, et ils sont aggravés par les émotions et le calcul mental. Donc, tremblement de repos lent, membres, lèvres, menton. Deuxième élément de la triade parkinsonienne, il y a la rigidité ou l'hypertonie plastique. Donc on va voir ce que ça veut dire plastique. Donc là, il s'agit d'une raideur des extrémités ou de la nuque, avec une résistance constante à la mobilisation passive. Ça, c'est plastique, à l'inverse d'élastique. Ça cède par à-coups, avec un phénomène de roue dentée, ce qu'on appelle. Et la sensibilisation de cette rigidité ou hypertonie plastique se fait par la manœuvre de Froment, qui permet de trouver une raideur articulaire en fait. Deuxième élément, c'était ça. Et troisième élément, c'est l'akinésie, la bradykinésie ou l'hypokinésie. Donc l'akinésie, donc L', akinésie, est définie par un ralentissement à l'initiation d'un mouvement. Voilà. La bradykinésie par un ralentissement du mouvement. Donc pas un ralentissement de l'initiation, mais un ralentissement du mouvement en lui-même, le fait de faire des gestes lents, etc. Et l'hypokinésie, c'est par une diminution de l'amplitude du mouvement. Voilà, donc ça c'est trois notions qui sont un peu proches, mais qui ont leurs différences. Alors le mode de révélation de ces pathologies, c'est la gêne à l'écriture, donc ce qu'on appelle la micrographie, c'est les patients ils vont écrire des toutes petites lettres, là, des petites pattes de mouche là. À la réalisation des activités de la vie quotidienne également, il y aura des problèmes comme se raser, couper la viande, etc. Et il pourrait y avoir des troubles de la marche. À l'examen, on aura une hypomimie, donc diminution des mimiques du visage. Un ralentissement des gestes alternatifs rapides, par exemple l'opposition pouce-index, battre la mesure avec le pied, etc. Donc ces gestes-là seront ralentis. Il y aura une perte du ballon du bras, avec parfois une lenteur à la marche, donc une marche à tout petit pas. Et la perte du ballon, tout simplement, les bras ne se balancent pas comme il faut lorsqu'ils marchent, ils restent un peu rigides. Et après, il y aura une pauvreté de mouvements spontanés, par exemple les clignements des yeux, donc ça, ils seront bien diminués. Et la voix sera monocorde et monotone. Donc voilà, une voix vraiment linéaire, quoi. Donc ça, c'était la triade parkinsonienne unilatérale ou asymétrique. Donc tremblement de repos, rigidité ou hypertonie plastique et akinésie, bradykinésie ou hypokinésie. Voilà pour la triade parkinsonienne. Et après, il y a d'autres signes révélateurs qui peuvent précéder les troubles moteurs de plusieurs années. Donc il peut y avoir des signes rhumatologiques, donc une raideur d'un membre, un tableau clinique qui ressemble à une périarthrite scapulo-humérale notamment. Voilà, il peut y avoir aussi des signes neuropsychiques. Donc par exemple un ralentissement qui évoque une dépression, une anxiété, une apathie, etc. Il peut y avoir aussi un déficit de l'odorat par l'atteinte du noyau du nerf olfactif ou des troubles du comportement en sommeil paradoxal. Donc par exemple des rêves animés ou des cauchemars qui peuvent être responsables d'actes auto-agressifs ou hétéro-agressifs même. Voilà, donc ça c'est tous les troubles du sommeil, notamment le sommeil paradoxal. Et après, des signes un peu plus généraux, ça va être la constipation et la perte de poids notamment. Donc des signes un peu plus généraux. Allez, maintenant on va voir le processus physiopathologique de la maladie de Parkinson. Donc là, il faut savoir qu'il s'agit d'une perte progressive des neurones dopaminergiques de la voie nigrostriatale, donc entre la substance noire et le striatum. Il y a une perte de 50 à 60% des neurones nécessaires avant la survenue des signes moteurs de la triade parkinsonienne.
Donc c'est-à-dire que quand il y a l'apparition des symptômes de la triade parkinsonienne, il y a déjà 50 à 60% des neurones qui sont disparus, qui ont été éliminés. Donc le processus neurodégénératif, ensuite, il dépasse la voie nigrostriatale, ce qui explique la survenue d'autres signes moteurs, les signes axiaux par exemple, et également les signes non moteurs comme les troubles cognitifs qui résistent au traitement dopaminergique. Voilà, donc ça peut être les troubles de la mémoire, un déclin cognitif, etc. Donc c'est pour ça que ça concerne pas seulement la voie nigrostriatale, ça dépasse un peu cette voie-là. Ensuite, il peut y avoir la présence de corps de Lewy. Donc ça, c'est des inclusions intraneuronales, donc dans le neurone, qui contient des agrégats anormaux d'alpha-synucléine. Voilà, on a une petite photo d'ailleurs d'une imagerie par microscope. Et donc là où on voit le corps de Lewy qui est indiqué sur la photo avec des flèches noires. Voilà, donc ça c'est, comme on l'a dit, c'est des agrégats anormaux d'alpha-synucléine dans le neurone directement. Et voilà, l'étiologie est inconnue encore, mais il y a plusieurs facteurs génétiques et environnementaux qui ont été identifiés, notamment les pesticides, les toxiques ou les médicaments potentiellement toxiques. Allez, maintenant on va voir les signes cliniques dont l'association à un syndrome parkinsonien va à l'encontre du diagnostic de maladie de Parkinson. Parce qu'il y a la maladie de Parkinson, il y a les syndromes parkinsoniens. Et si on a des signes cliniques associés à un syndrome parkinsonien, ça va faire qu'on ne parle pas de maladie de Parkinson à proprement parler. Donc là, par exemple, ça va être l'absence de réponse prolongée au traitement dopaminergique. Voilà, donc si on donne de la L-Dopa, par exemple, et qu'il n'y a pas d'amélioration, on ne pourra pas parler du coup de maladie de Parkinson, parce que le traitement le plus efficace pour la maladie de Parkinson, c'est la L-Dopa. Enfin, le traitement dopaminergique, en tout cas, on va voir si c'est bien ça ou pas. Après, la progression rapide avec des chutes précoces, ça c'est pas en faveur de la maladie de Parkinson. Les signes précoces d'atteinte cognitive non plus. Pseudobulbaire, donc l'atteinte pseudobulbaire, ce qui va donner une dysarthrie et une dysphagie, ça va pas être en faveur de la maladie de Parkinson. La dysautonomie, ça va pas être non plus en faveur de Parkinson, enfin de la maladie de Parkinson. Donc là, la dysautonomie, on aura tout ce qui est incontinence urinaire, hypotension orthostatique sévère, des troubles érectiles également. Voilà. L'association avec un syndrome cérébelleux, ça va pas être en faveur. L'atteinte pyramidale non plus. Les troubles oculomoteurs et les signes corticaux du genre apraxie, aphasie, astéréognosie. Donc là, je pense que c'est l'absence de distinction gauche-droite. Si je dis pas de bêtises, on va les voir de suite. Astéréognosie. Ah non, pas du tout. Ça, l'astéréognosie, c'est l'impossibilité de reconnaître la forme et le volume des objets par le toucher. Voilà, donc il n'y a pas de notion gauche-droite, je pensais. Mais non, c'est l'impossibilité de reconnaître la forme et le volume des objets par le toucher, l'astéréognosie. Donc on peut avoir ça, c'est un signe cortical, une atteinte du cortex cérébral. Et après les myoclonies aussi, ça c'est des signes corticaux. Et donc tous ces éléments-là, associés à un syndrome parkinsonien, vont à l'encontre du diagnostic de la maladie de Parkinson. Voilà. Allez, maintenant on va voir un petit peu les manifestations de la phase des complications motrices. Donc la phase des complications motrices du traitement dopaminergique, elles apparaissent en moyenne 4 à 5 ans après le début de la maladie. Donc ce qui sont des facteurs de risque pour l'apparition précoce des complications motrices, ça va être du coup l'âge jeune du début de la maladie, la durée d'évolution et la dose de L-Dopa qui est administrée. Donc tout ça c'est des facteurs de risque pour une apparition précoce des complications motrices. On distingue deux choses, ça va être les fluctuations d'efficacité du traitement et les dyskinésies, donc les mouvements anormaux. On va commencer par les fluctuations d'efficacité du traitement. Donc ça va être la réapparition des signes parkinsoniens à distance des prises médicamenteuses, donc notamment des blocages. Là, il peut y avoir ce qu'on appelle l'akinésie en fin de dose. Donc ça, c'est l'apparition des signes parkinsoniens avant la prochaine prise du traitement dopaminergique.
Après, on peut avoir une akinésie de nuit et du petit matin. Donc ça se traduit en plus de la lenteur par des crampes des mollets et des orteils, avec des difficultés pour se tourner dans le lit par exemple. Et enfin, il y aura ce qu'on appelle le phénomène on-off. Donc là, ça se traduit par des passages parfois assez brutaux d'un état non parkinsonien. Donc là, le patient sera ce qu'on appelle on. Voilà, il sera actif, donc état non parkinsonien, à un état parkinsonien sévère, donc qu'on appelle off. Voilà. Donc passage assez brutal d'un état on à un état off. Voilà pour les fluctuations d'efficacité du traitement. Et enfin, il va y avoir les mouvements involontaires, donc les dyskinésies. On pourra avoir des dyskinésies de milieu ou de pic de dose. Donc là, c'est quand la dose de L-Dopa sera la plus importante dans l'organisme. Donc il y aura des mouvements involontaires choréiques des membres et du tronc survenant lors de la phase d'efficacité maximale du traitement dopaminergique. Donc ça, c'est la dyskinésie de milieu ou de pic de dose. Et après, on pourra avoir des dyskinésies biphasiques. Donc ça, ce sont des mouvements involontaires, plutôt dystoniques des membres inférieurs, souvent douloureux d'ailleurs, qui surviennent lors de la transition entre l'état parkinsonien et l'état non parkinsonien. Et donc là, ça survient surtout en début ou en fin de dose. Donc ça, c'est les dyskinésies biphasiques. Voilà. Et dans les stades évolués de la maladie, le patient oscille entre un état parkinsonien sévère et des phases de symptomatologie parkinsonienne corrigée, mais compliquées par la présence de dyskinésie. Donc voilà, là les patients graves, donc qui ont une maladie très évoluée, soit ils ont des symptômes de Parkinson, donc une bradykinésie, une lenteur, etc. Donc ils seront un peu en off. Soit ils sont dans la phase où le traitement est efficace, mais il l'est même un peu trop, et donc ils auront des dyskinésies, des mouvements involontaires, etc. Donc ça, pas drôle du tout. Alors, on va voir maintenant les manifestations de la phase de déclin moteur, et à partir de quel moment on peut parler de cette phase de déclin moteur. Donc là, ces déclins ne sont pas ou peu sensibles, en tout cas, au traitement dopaminergique. On va avoir des signes moteurs axiaux, on aura après des troubles cognitifs et comportementaux, et des troubles dysautonomiques. Donc on va commencer par les signes moteurs axiaux. Donc là, il pourra y avoir une dysarthrie associée avec une dysphagie, une hypersialorrhée, donc augmentation de la salivation, en raison de la diminution de la déglutition spontanée, avec du coup un risque de fausse route et de pneumopathie, liée aux fausses routes tout simplement. Donc là, voilà, on pourra avoir une dysarthrie, dysphagie et des troubles de la déglutition ou des fausses routes. Premier signe moteur axial du déclin moteur. Après, on pourra avoir des troubles de la marche avec un risque de chute vers l'avant. Donc ça, c'est lié à un enrayement de la cinétique de la marche, ce qu'on appelle le freezing. Donc là, ça veut dire que les pieds restent collés au sol, entre guillemets, à l'initiation de la marche ou au demi-tour. Donc dans tous les changements un peu de situation. Et après, il peut y avoir ce qu'on appelle la festination. Donc ça, c'est un brutal emballement de la marche qui devient incontrôlable. Voilà, donc ça, c'est un des troubles de la marche qui existe dans la maladie de Parkinson en déclin moteur, avec le risque de chute vers l'avant. Ensuite, on peut avoir des troubles de la posture. Donc là, on aura ce qui s'appelle la triple flexion, la camptocormie, donc ça, c'est la flexion du tronc vers l'avant. Le syndrome de Pise, donc qui vient de la tour de Pise tout simplement, c'est une flexion latérale du tronc, et donc le patient sera penché sur le côté. Il y aura également des troubles de l'équilibre postural, avec des chutes en arrière, par exemple. Et ça survient vraiment chez les personnes âgées notamment. Voilà pour les signes moteurs axiaux. Après, pour les troubles cognitifs et comportementaux. Donc il y aura un syndrome dysexécutif, qui évolue vers une démence généralement. Donc ça concerne 30% des patients et 80% des patients même après 15 à 20 ans d'évolution. Bon là on en parle d'une évolution très longue de la maladie. Donc là ça pourrait être quoi ? Des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, un déclin cognitif, etc. Et donc ça commence par un syndrome dysexécutif qui évolue vers une démence. Et après, lié au traitement lui-même, donc là le traitement dopaminergique, il peut provoquer des hallucinations, voire même un véritable délire, notamment un délire paranoïaque. Et la survenue de ces troubles peut être indicatrice d'une évolution de la maladie vers un état démentiel. Voilà. Et enfin, donc ça c'était pour les troubles cognitifs et comportementaux. Et troisième
troisième grand groupe de troubles dans la phase de déclin moteur, ça va être les troubles dysautonomiques. Et donc là, bon, on en a un peu parlé, mais il y a un peu plus de détails dans cette partie-là. Ça va être des troubles dysautonomiques qui vont s'accentuer avec le temps et qui associent, selon les cas, de la constipation, une hypotension artérielle orthostatique également. Donc ça, c'est découvert lors d'une hypotension, des malaises avec perte de connaissance ou pas, etc. Après, il peut y avoir des troubles vésico-sphinctériens, donc notamment des impériosités mictionnelles, et tout ce qui va être troubles sexuels et troubles de l'érection, etc. Ça pourra le faire évoquer. Voilà pour tout ce qui nous permet d'énoncer les manifestations de la phase de déclin moteur. Voilà, et bon, on a vu aussi les phases de déclin cognitif et comportemental dont on vient de parler. Là, ils l'ont mis dans une deuxième partie, mais on vient de le voir avec les troubles cognitifs et comportementaux. Donc, syndrome dysexécutif, traitement dopaminergique qui peut provoquer des hallucinations. Et voilà, donc ça, on l'a vu. Allez, maintenant, on va voir les classes de médicaments anti-parkinsoniennes. Donc, vraiment, la prise en charge et les traitements qu'on a à disposition. Donc, à savoir qu'il y a à peu près 6 types que l'on va voir. Et donc, on va en parler de suite. Donc là, déjà, je vais les citer et après, on va faire quelques détails là-dessus. Donc, il va y avoir l'A-L-DOPA en première ligne, la plus connue. Il y aura ensuite les agonistes dopaminergiques, donc voilà, qui sont un peu associés à l'L-DOPA, mais des molécules différentes. Ensuite, il y aura les inhibiteurs de la monoamine oxydase de type B, et les IMAO-B. Qui en fait ça inhibe ce qui va dégrader la dopamine. Donc en gros on aura une augmentation de la concentration de dopamine. Finalement ça va donner un peu la même chose. Après on aura les inhibiteurs de la catéchol-O-méthyltransférase, donc qui s'appellent les ICOMT. Catéchol-O-méthyltransférase, donc ICOMT, inhibiteur. Et il y aura ensuite l'amantadine. Et enfin, sixième classe, les anticholinergiques. Allez, donc on va commencer maintenant par la L-DOPA. Donc ça, c'est un précurseur de la dopamine qui se fait en fait par transformation intracérébrale en dopamine par la dopa-décarboxylase. Voilà. Sachant qu'il y a un inhibiteur périphérique de la DDC, donc de la dopa-décarboxylase, qui est toujours adjoint à la L-DOPA afin de limiter les effets secondaires périphériques. Donc, c'est-à-dire que ça aura une action uniquement centrale. C'est-à-dire qu'au niveau périphérique, il y aura un inhibiteur qui sera associé de cette dopa-décarboxylase pour pas que la L-DOPA se transforme en dopamine au niveau périphérique. Comme ça, on élimine tous les effets secondaires périphériques. En tout cas, on les limite. Donc là, les effets secondaires périphériques, c'est les nausées, les vomissements, l'hypotension orthostatique. La L-DOPA, elle est associée à la carbidopa ou au benzérazide et elle est absorbée au niveau intestinal. Et c'est le traitement le plus efficace sur la symptomatologie parkinsonienne et c'est également le mieux toléré. Donc voilà pour le traitement par L-DOPA. Et alors carbidopa, est-ce que c'est l'inhibiteur de la DDC ? Ouais, c'est ça, c'est l'inhibiteur de la dopa-décarboxylase. Et le benzérazide, ça va être pareil, j'imagine. C'est un inhibiteur également de la dopa-décarboxylase, donc c'est pour ça que ceux-là, ils sont associés toujours à la L-DOPA. Donc en fait, c'est un médicament dans lequel il y a les deux molécules, soit levodopa plus carbidopa ou levodopa plus benzérazide. Et donc ça, voilà, ça empêche la levodopa périphérique d'être métabolisée en dopamine et ça permet du coup une réduction aussi de la quantité de levodopa ingérée ou de L-DOPA, et quand je dis levodopa, c'est pareil. Donc voilà, ça fera une diminution de la quantité de L-DOPA nécessaire pour obtenir un effet thérapeutique équivalent ou même supérieur. Voilà pour la L-DOPA. Ensuite, les agonistes dopaminergiques. Donc eux, ils sont notamment à libération prolongée, ces agonistes dopaminergiques. Donc là, il y a quelques molécules que je vais citer, c'est le pramipexole, le ropinirole, la rotigotine et le pyribédyle. Bon, un peu compliqué ces noms. Et ceux-là, ils vont agir directement sur les récepteurs dopaminergiques sans passer par la synthèse de la dopamine. Ils ont une action un peu moins puissante que celle de la levodopa et sont moins bien tolérés également. Donc ils donnent plus de
plus de symptômes périphériques, donc les nausées, les vomissements, l'hypotension orthostatique. Et en plus, il y a des troubles du comportement qui sont observés chez 20% des patients, donc notamment des troubles du contrôle des impulsions. Par exemple, il y aura un jeu pathologique, c'est-à-dire des jeux d'argent, etc. Des troubles alimentaires, des achats compulsifs, une hypersexualité, un collectionnisme, donc les patients ont collectionné plein d'objets un peu inutiles. Ils peuvent également induire des hallucinations, une somnolence diurne, avec parfois la survenue d'attaques d'endormissement, ce qui va être problématique pour le risque accidentogène au volant. Et il y aura également des œdèmes des membres inférieurs. Voilà, il faut informer systématiquement les patients du risque de survenue de ces troubles qui sont réversibles à la diminution ou à l'arrêt du traitement. Voilà. Et l'utilisation des agonistes dopaminergiques au début de la maladie permet de retarder temporairement la survenue des complications motrices. Cependant, les effets secondaires qu'on vient de mentionner et le contrôle insuffisant des signes moteurs par les doses tolérées entraînent très fréquemment une utilisation de la L-Dopa dès les stades précoces de la maladie, plutôt que les agonistes dopaminergiques, surtout en cas de handicap moteur et d'altération de la qualité de vie, qui doivent être évalués au cas par cas. Donc voilà, les agonistes dopaminergiques, on peut s'en servir, mais c'est vrai qu'on privilégie la L-Dopa qui est plus efficace et qui a moins d'effets indésirables. Voilà, donc globalement, c'est tout bénef pour la L-Dopa. Après, les inhibiteurs de la monoaminoxydase de type B, donc les IMAO-B, donc là il y a juste un petit mot là-dessus, ils ont une action dopaminergique modérée par inhibition du métabolisme de la dopamine. Donc comme je l'avais dit juste un peu avant, on va empêcher en fait cette monoaminoxydase, donc qui va permettre de dégrader la dopamine. Donc si on empêche la molécule qui dégrade la dopamine de fonctionner, on aura une augmentation de la dopamine. Voilà, mais c'est assez modéré. Voilà, on n'en parle pas plus. Les inhibiteurs de la catécholométhyltransférase, donc les ICOMT, ils diminuent le métabolisme périphérique de la L-Dopa et ils permettent ainsi de prolonger son action. Voilà, donc ça c'est un peu l'équivalent de la carbidopa ou du benzérazide comme on a vu. Au final, ils diminuent le métabolisme périphérique de la L-Dopa et donc ils permettent de prolonger son action. L'amantadine, elle, donc ça c'est une molécule avec une action antiglutamatergique qui est notamment utilisée pour le traitement des dyskinésies, donc assez spécifique pour les dyskinésies. Et enfin, les anticholinergiques, donc eux ils sont moins prescrits en raison de leurs effets secondaires, mais ils peuvent avoir un intérêt chez les patients jeunes qui ont des tremblements, malgré un traitement dopaminergique bien conduit. Donc on peut les ajouter, c'est un médicament qui vient en deuxième ligne, pour essayer de diminuer un peu les tremblements, malgré le traitement dopaminergique bien conduit. Voilà pour toutes les molécules qui peuvent exister et coexister même dans la maladie de Parkinson. Alors on va voir aussi les thérapeutiques non médicamenteuses qui existent et l'importance également de la kinésithérapie. Donc là, on nous dit que les mesures thérapeutiques non médicamenteuses doivent être discutées précocement. Il s'agit d'une rééducation adaptée aux différents stades de la maladie, notamment sous forme de séances d'orthophonie, donc pour une rééducation de la dysarthrie et des troubles de la déglutition notamment. Et il y aura également des séances de kinésithérapie avec l'enseignement de la gymnastique quotidienne, des préventions des complications musculo-squelettiques par l'entretien de la souplesse et de la force musculaire. Il y aura également un travail de l'équilibre postural, parce qu'on l'a vu, ça peut donner des troubles de l'équilibre de la posture, le syndrome de Pise, etc. Et il y aura aussi un apprentissage des transferts, passer du lit à la position debout, au fauteuil, etc. Donc il faudra ne pas hésiter à prescrire une rééducation, soit sous forme d'orthophonie, soit de kinésithérapie, ou généralement les deux. Ensuite, il faudra inciter le patient à faire une activité physique, si le patient souhaite une activité sportive même. Donc voilà, activité physique et sportive, c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, il faudra inciter les deux. Il faudra faire une demande d'ALD, voilà, d'affection longue durée, pour que toutes les prises en charge soient prises à 100%. Il faudra demander une reconnaissance professionnelle de la maladie chez les sujets qui ont été exposés aux pesticides. Il faudra faire une éducation thérapeutique du patient, mais également des aidants. Donc voilà. Et ensuite, il y a des associations de patients qui existent
qui peuvent fournir des informations pour les patients et les aidants. Et donc, généralement, c'est bien de les mettre en contact avec ces associations-là pour avoir plus d'infos, de soutien, etc. Alors, on va voir maintenant les principes de la prise en charge et on va terminer par ça. Donc là, c'est les traitements qu'on a vus, mais on va voir un peu la manière de les mettre en place. Donc, avant 65 à 70 ans, donc chez les patients plutôt jeunes, on va commencer par un agoniste dopaminergique, donc à libération prolongée, en monothérapie. Donc ça va retarder l'apparition des complications motrices, comme on l'a vu. Ou on va mettre un inhibiteur de la monoamine oxydase, donc un IMAO-B, sachant que ces deux thérapeutiques peuvent être associées. Et en cas d'antécédent d'addiction, la prescription des agonistes dopaminergiques doit être évaluée avec beaucoup de prudence, parce qu'on a vu, ça peut faire un risque potentiel des troubles du contrôle de ces impulsions-là. Donc s'il y a le patient qui a déjà eu des addictions, eh bien, les agonistes dopaminergiques, on va les manier avec précaution. S'il y a un contrôle insatisfaisant, malgré les agonistes dopaminergiques et les IMAO-B, on va faire une progression posologique de l'agoniste dopaminergique. Et s'il y a un contrôle toujours insatisfaisant ou une mauvaise tolérance, eh bien là, on pourra faire une association avec la L-Dopa ou des IMAO-B. Voilà, comme on l'a vu juste avant, il a la possibilité de débuter d'emblée le traitement par la L-Dopa avec un inhibiteur de la DDC, donc de la dopa décarboxylase, je crois. Voilà. Donc carbidopa ou benzérazide. Et donc ça, c'est en cas de handicap moteur et d'altération de la qualité de vie qui doivent être évalués au cas par cas. Il faut proposer progressivement 3 à 4 prises par jour, car la demi-vie est courte malheureusement, donc c'est beaucoup de prises par jour. Et ça se fait avant les repas pour faciliter l'absorption et l'efficacité du traitement. En cas de nausée ou de vomissement, un traitement par dompéridone peut être prescrit. Et donc lui va diminuer les effets secondaires à la stimulation des récepteurs dopaminergiques périphériques. Mais pour la dompéridone, il y a une contre-indication en cas d'allongement du temps, d'allongement du QT, du QT corrigé sur le CG. Et ça, il faut prescrire de manière limitée, donc une durée de traitement la plus courte possible. Généralement, c'est 7 jours maximum de traitement par dompéridone. Voilà. Et après, on peut aussi prescrire des anticholinergiques, mais bon, on l'a vu au-dessus, il y a beaucoup d'effets indésirables et c'est surtout pour les tremblements chez les sujets jeunes. Voilà, donc s'il n'y a pas de tremblement, on ne prescrit pas d'anticholinergique. Mais globalement, c'est agoniste dopaminergique ou IMAO-B ou l'association des deux. Et si vraiment les symptômes sont très, très énervés, on va dire, dès le début, donc avec un handicap moteur important et une altération de la qualité de vie, eh bien on va débuter d'emblée le traitement par la L-Dopa avec l'inhibiteur de la DDC. Voilà, ça c'est pour les patients avant 65 ans ou 70 ans. Donc c'est plutôt les patients jeunes. Et par contre, après cet âge-là, donc après 65-70 ans, là d'emblée, ça sera la L-Dopa avec l'inhibiteur de la DDC, soit en monothérapie, soit avec l'IMAO-B. Si le contrôle est insatisfaisant, on va progresser, on va faire augmenter la posologie de la L-Dopa ou l'associer avec l'IMAO-B. Et on peut aussi prescrire une dompéridone pour les nausées, selon les préconisations qu'on vient de voir, donc c'est-à-dire 7 jours maximum, avec une contre-indication en cas d'allongement du QT. Voilà pour les traitements globalement. Donc là, on n'a pas parlé d'ICOMT, on n'a pas parlé non plus d'amantadine, etc. C'est surtout L-Dopa, agoniste dopaminergique, IMAO-B, avec après le traitement symptomatique comme la dompéridone. Alors maintenant, on va voir un petit peu, pour finir, tous les médicaments qui peuvent induire un syndrome parkinsonien, donc par un effet de iatrogénie. Et donc là, principalement, ça sera les neuroleptiques. Donc, les médicaments susceptibles d'induire un syndrome parkinsonien, que ce soit une prise volontaire ou involontaire d'un toxique ou d'un médicament potentiellement toxique. Donc là, ils sont principalement induits par les neuroleptiques, notamment les antipsychotiques ou les neuroleptiques cachés, entre guillemets. Donc ça va être les antinauséeux, comme le métoclopramide et le métopimazine, voilà, et les sédatifs également, comme l'alimémazine, qu'il faudra méticuleusement rechercher à l'interrogatoire.
Les inhibiteurs calciques de type flunarizine, donc ça c'est le traitement de fond de la migraine par exemple, et les antidépresseurs sont plus rarement responsables d'un syndrome parkinsonien, mais c'est également possible. Et dans le doute, il faut consulter le Vidal dans lequel on a toutes les infos sur d'éventuels syndromes parkinsoniens iatrogènes si on a le doute sur un médicament. Voilà, mais globalement, c'est les neuroleptiques, les inhibiteurs calciques également et des antidépresseurs. Voilà. Et donc là, les caractéristiques cliniques des syndromes parkinsoniens iatrogènes, ça sera un syndrome parkinsonien plutôt symétrique. Voilà, bon, ça c'est une caractéristique inconstante, mais c'est vrai qu'on a vu que c'était généralement asymétrique tout au long de la maladie. Plus fréquemment, ça sera un tremblement postural ou d'action plutôt qu'un authentique tremblement de repos. Voilà. Il y aura la présence potentielle de dyskinésie bucco-lingo-faciale, donc là des mouvements anormaux mais plutôt du visage. Et il y aura également une absence de réponse au traitement dopaminergique parce que ça ne sera pas le même mode la même physiopathologie de la maladie. Voilà, et donc là, on nous précise que sur le site CEN Neurologie, donc Collège des enseignants de neurologie, il y a pas mal de vidéos qui sont disponibles pour voir un petit peu des cas cliniques de patients qui ont un syndrome parkinsonien et où on voit les différents éléments qui orientent vers le diagnostic de la maladie de Parkinson. Donc là, éventuellement, je vous mettrai le lien sur l'épisode Spotify et également sur la publication Instagram. J'essaierai de mettre le lien, comme ça vous pourrez aller voir les petites vidéos qui peuvent s'en rapporter. Voilà, et bien ce chapitre touche à sa fin. Voilà, une petite demi-heure, donc ça c'est la durée idéale je trouve pour les chapitres, ni trop long ni trop court. Chapitre bien rempli, où on a pris plein de choses je trouve, donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles d'évaluation sur Spotify, ou également mettre une petite note, je crois peut-être qu'on peut mettre des commentaires sur Apple Podcast pour ceux qui sont sur Apple. Et puis voilà, on se retrouve à la fin du week-end, lundi, pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao!